Bonjour Sifaïsa, merci d'être avec nous pour aborder une question très importante et d'actualité. On voulait parler du terrorisme en Tunisie, d'un point de vue historique, donc on aimerait bien écouter votre analyse que l'on va présenter à nos lecteurs. Quelle est l'histoire du terrorisme en Tunisie et quelle a été son évolution, notamment à partir de 2011 ? Si d'abord on revient au concept même de terrorisme, c'est-à-dire qu'un individu ou des groupes sèment la terreur contre un autre groupe ou l'État. C'est une définition générale, certes, mais si on revient à l'histoire de la Tunisie, parce que notre sujet il est bien spécifique, il y a eu du côté de la France à l'époque, quand la révolution armée a éclaté entre 1952 et 1954, qui a été appelé comme mouvement terroriste. Mais à l'époque où nous jugeons que c'est un acte de libération nationale. Donc tout dépend de l'angle de vue. Comme on voit aujourd'hui en Palestine, d'un côté c'est vu comme terrorisme, de l'autre ils le regardent d'un point de vue de libération contre l'occupation. Mais par contre, ce concept, il a changé complètement de valeur et de connotation après 1956. Donc, l'indépendance, la Tunisie est devenue indépendante, il y a eu des élections libres le 25 mars 1956, donc premier gouvernement élu le 15 avril, gouvernement Bourguiba au dit de l'indépendance. Alors, des groupes rebelles qui s'apparentent au mouvement youssoufiste à l'époque, qu'ils ont même pris des nominations de milices armées, donc ils ont pris les armes contre l'État, qu'ils appelaient l'épée noire. Et donc ces groupes se sont cantonnés soit dans les montagnes, comme nous voyons aujourd'hui, soit dans les villes. Et ils commençaient à commettre des assassinats ciblés, des assassinats que nous on peut appeler assassinats politiques. Et donc, pour pouvoir changer de régime ou s'attaquer à l'État qui existait à l'époque. Donc on avait un gouvernement élu, des ministres, des ministères, et ces groupes-là voulaient tenter de changer la donne, avec surtout une violence armée, c'est-à-dire prendre les armes contre l'État. Et à partir de ce moment-là, ce n'était pas la Tunisie à l'époque, la France a déployé toutes ses forces pour traquer et poursuivre ces groupes vers les montagnes. Ils sont cantonnés dans les montagnes entre Gabès et Gafsa à l'époque. Donc, cette évolution, la Tunisie n'a pas connu de mouvement en fait, terroriste ou des groupes ou des milices ou même des individus qui se sont attaqués directement à l'État. Sauf une tentative étrangère, c'est la fameuse affaire de 1980 de Gafsa, qui a été alimenté par le régime de Kadhafi à l'époque, mais qui a été vite fait étouffé. Et depuis, on n'a pas connu d'événements terroristes d'envergure, à part qu'en 2008, la fameuse opération dite de Slimane et encore la tentative en fait, qui a été commise en fait, terroriste contre la synagogue de Djerba. Donc ce sont deux événements, trois événements majeurs, mais la cadence a été vraiment intermittente. Il n'y avait pas une continuité, il n'y avait pas des revendications claires par des groupes qui s'opposaient à l'État. Donc c'est l'histoire globale en fait, du terrorisme en Tunisie. On n'a pas vraiment ni la culture, ni la tradition qui a été perpétrée par ces groupes, sauf que ces tentatives-là ont été commises à titre individuel, mais qui n'ont pas été revendiquées. Mais à partir de 2011, la Tunisie a complètement changé de visage. On est rentré dans un processus démocratique, des élections aussi, et donc on a connu une extension du terrorisme qu'a vécu des pays voisins, surtout l'Algérie. On se rappelle bien des années 90, dite la décennie noire, et la Tunisie s'est bien protégée contre ce mouvement terroriste qui a tenté quelques opérations, mais elles étaient vraiment très banales, qui n'avaient pas atteint en fait, la sécurité nationale du pays. Mais à partir de 2011, là où il y a eu des erreurs quand même monumentales, on a dissous ce que les opposants appelaient la police politique, mais c'était quand même les services des renseignements, soit dans les ambassades, soit à l'intérieur même du ministère de l'Intérieur. Et à partir de ce moment, des groupes, des opuscules,
même organisé. On se rappelle bien du mouvement des Ansar Sharia qui faisait des meetings partout, l'événement du drapeau à la Manouba, des prémices quand même qui montraient que ces groupes-là, qui étaient violents sur le plan verbal, étaient en train de regrouper des adhérents, des adeptes autour d'eux, et que même il y a eu même des infiltrations de l'étranger, puisque nos frontières n'étaient pas très gardées. La Tunisie croyait entrer dans une euphorie démocratique, une euphorie en fait révolutionnaire, et qu'on pouvait exporter ce modèle. Et donc on n'a pas fait très attention en fait aux infiltrations, ni aux ces individus qui se regroupaient, qui commençaient à importer des idéologies extrêmement violente, et qu'on est passé du stade de la violence verbale au stade de la violence physique et au port des armes, et pour s'attaquer au symbole même de l'État, puisque ces groupes s'attaquaient d'abord et essentiellement à tout ce qui portait uniforme, à nos forces armées. Donc puisqu'on cible les forces armées, donc on va essayer d'affaiblir l'État, et du coup ces groupes-là pourront éventuellement prendre le pouvoir, ce qui s'est passé dans beaucoup d'expériences dans d'autres pays. On se rappelle bien de l'Italie des années 20, les faisceaux révolutionnaires qui ont changé le régime en Italie. Donc ces groupes croient à cet idéal, ils tentent de renverser le régime, mais par l'usage subversif, soit d'abord de la propagande qui est dirigée vers les jeunes, parce qu'on a besoin quand même de recrues, et puis surtout par le port des armes et de commettre des opérations d'envergure pour impressionner l'opinion publique. Donc cette phase-là a commencé dès 2011, et puis il y a eu des opérations ponctuelles. On se rappelle bien du colonel Ayar, et le premier tombé en fait sur le champ de bataille par les terroristes, et puis ils se sont succédés des opérations au fur et à mesure. On se rappelle très bien de l'hôtel Impérial Sousse à l'avenue Mohamed V, l'attentat du Bardo, et jusqu'à la grande opération d'envergure, celle de Benguerden le 7 mars 2016. Donc ces opérations-là augurent bien que ces groupes sont passés au stade supérieur de la violence. Donc ils se regroupaient à travers les réseaux sociaux, soit dans les mosquées, à travers les associations, même dans les rues, et pouvoir se procurer des armes. Il y a eu même des infiltrations de l'étranger et d'autres aides qui leur sont venues à leur secours. Et donc il y a eu deux tendances. D'abord 2013, c'était le début quand même de Daesh à Mossoul et en Irak, mais avant il y avait Al-Qaïda qui était bien installé en Algérie et qui a commencé quand même à fuir de l'Algérie, puisque l'armée algérienne commençait à les traquer vraiment d'une façon méthodique. Donc ils ont trouvé refuge en Tunisie pendant cette période que j'appelle une période trouble. Une période trouble où les forces de sécurité n'avaient pas ce pouvoir qu'on appelle d'anticipation. Aussi, on est rentré sur le plan militaire dans un nouveau concept en fait. C'est la plus dure, c'est la guerre dite asymétrique. On a une armée régulière qui est adaptée à la guerre traditionnelle, régulière, une organisation bien hiérarchique, bien ordonnée, et vous avez des groupes en fait armés, très mobiles, en mouvement, qui improvisent des opérations et qui sont très difficilement détectables. Donc on revient à l'erreur monumentale dès le début, c'est la dissolution de la dite police politique. Donc on n'a plus l'information ni le renseignement nécessaire en fait pour savoir ou comprendre ou connaître ces groupes qui agissent dans les coulisses, jamais c'est-à-dire en public. Qu'est-ce qui explique, dans ce cas, la prolifération rapide du terrorisme à partir de 2011 ? Et peut-on considérer qu'il existe des parties, qu'elles soient étrangères ou intérieures, qui ont favorisé cette prolifération ? Bien entendu, ce climat que j'appelle délétère, en fait, cette confusion qui a régné entre 2011 et 2013, a énormément profité à ces groupes, à ces opuscules, en fait, de se regrouper, de regrouper des armes aussi. N'oublions pas que nous avons une voisine à l'époque encombrante qui avait quasiment, elle était en guerre civile, c'est la Libye, où se prolifèrent à peu près 25 millions de pièces d'armes. Et donc la frontière était poreuse, déjà pour l'entrée des armes et le trafic de toutes sortes
qui a pu sévir en fait pendant cette période. N'oublions pas aussi que sur le plan politique, la Tunisie était un pays démocratique. On avait donné toutes les autorisations possibles et imaginables aux partis politiques, aux associations, et on s'est dit la liberté est donnée à tout le monde, ce qui a donné lieu à des partis comme le parti de Ansar Sharia de se former, de se regrouper et qui prônait un extrémisme violent. D'autres partis aussi, le parti Nahda à l'époque, qui a vu à travers ces groupes-là que ce sont des groupes qui pourraient éventuellement, quand le processus démocratique va s'établir, diminuer un petit peu de leur violence et rentrer un peu dans la sphère politique et constituer un parti. Or, c'était une très mauvaise erreur d'appréciation. Comme j'ai dit, il y a un vide total, absence d'information et de renseignement des forces sécuritaires autour de ces groupes-là, de ce qui se passait en Libye aussi, de ce qui se passait en Algérie. Il n'y avait pas de coordination entre ces pays-là. En plus, sur le plan intérieur, et ça c'est une faute qui a été reprise en 2016, il n'y avait pas de coordination entre les forces qui étaient censées protéger la Tunisie, ni entre l'armée et la garde nationale, ni la police. Donc vous avez un terroriste qui fuit d'Algérie, qui fuit vers l'Algérie. Le droit de poursuite, par exemple, avec l'Algérie n'a été signé qu'en 2015. Donc la frontière était poreuse, les armes pouvaient rentrer, les terroristes pouvaient s'infiltrer en Tunisie, d'où on a commencé à établir véritablement une stratégie sécuritaire à partir de 2016. C'est ce qui va expliquer après qu'on a eu deux phases, la phase 2011-2016 à peu près jusqu'à l'opération de Bungelden. À partir de l'opération de Bungelden, on a eu la deuxième phase. Là, les forces de sécurité, la Tunisie, subissaient la violence, l'extrémisme et les opérations terroristes. Mais là, on attendait tout le temps à faire ou à avoir des opérations d'anticipation, anticiper. Tendre un filet pour ces groupes, connaître en fait comment ils s'organisent. Donc, on a constitué à partir de 2016, comme vous savez, la loi antiterroriste, le pôle judiciaire, le pôle de lutte contre le terrorisme, pas mal d'institutions, juste pour cerner la dimension de ce phénomène qui a sévi d'une façon exponentielle depuis 2011. Là, on est passé à une deuxième phase, c'est-à-dire que la Tunisie a commencé à prendre vraiment la véritable mesure de ce phénomène et son importance, et donc des mesures purement sécuritaires ont été établies. Je dis purement parce qu'il y a deux volets dans le terrorisme. Donc le terrorisme pour moi, et ça reste toujours des idées, une idéologie. Et donc on ne peut pas combattre une idéologie que par les armes. C'est ce que je reproche à la fin peut-être de cette interview, qu'on a une approche mais vraiment très limitée dans ce phénomène de lutte contre le terrorisme. Comment dans ce cas peut-on analyser et évaluer la réponse sécuritaire de la Tunisie face au terrorisme ? Voilà, si on regarde de près l'approche purement sécuritaire de la Tunisie, certes, entre 2011 et 2016, elle a subi des opérations qui sont restées dans la chronique en fait, de l'histoire même du bassin méditerranéen, parce que ce sont des opérations d'envergure. Ils ont touché quand même l'opinion, ils ont touché même l'économie du pays, parce que les terroristes ont réussi quand même à faire subir la Tunisie en fait, les conséquences de ce terrorisme. La Tunisie a depuis pris conscience de l'importance de ce phénomène. Elle a mobilisé en fait les trois forces armées, surtout la police à l'intérieur des villes, la garde nationale en dehors des zones communales, et puis sur les frontières, la garde nationale et surtout l'armée qui a érigé des zones entières en fait en zones militaires. Je parle du territoire du Sud, pas mal de montagnes où se sont réfugiés ces terroristes. Donc cette approche aussi a été accompagnée par un achat en fait, d'équipements
par un budget qui a presque doublé, en fait, soit pour le ministère de la Défense, soit le ministère de l'Intérieur. On a commencé quand même des travaux d'envergure, comme la frontière entre la Tunisie et la Libye, en fait, 170 km contrôlés, des équipements de taille très importante, en fait, pour la détection et la poursuite, en fait, des terroristes, l'utilisation des drones, le contrôle par satellite, en fait, des hélicoptères de combat, des Black Hawk qu'on a achetés, en fait, pour la vision nocturne, et ce sont des hélicoptères de combat. Mais ces équipements et toute la stratégie a réussi plus ou moins à réduire d'une façon draconienne, en fait, les opérations qu'on a vues entre 2011 et 2016. Je parle bien de deux époques bien distinctes. Aussi, le plus important dans tout ça, qu'on a mis sur pied quand même un très bon service de renseignement, et commence à se faire la coordination entre les trois forces armées. Donc, armée, garde nationale et police. Il y a un échange quand même, et on a même désigné, en fait, établi des listes, en fait, de ces terroristes, et surtout couper l'aide logistique à ces terroristes, parce qu'on a vu que le phénomène n'est pas isolé. Il y a quand même une coordination avec le commerce clandestin, avec même des groupes sociaux qui aident, en fait. Il y a même des liens familiaux qu'on a vus qu'ils étaient venus à leur rescousse et à l'aide de ces terroristes. Donc on a pu comprendre quand même pas mal de phénomènes liés presque exclusivement au phénomène du terrorisme, mais notre approche, elle est restée purement sécuritaire, c'est-à-dire traquer, attraper ces terroristes, les emprisonner, les juger. Mais comme j'ai dit, en fait, cette approche, elle est très lacunaire, c'est-à-dire qu'on va rester éternellement de ce que j'appelle le chat et la souris, parce que ces terroristes recrutent toujours sur la toile d'araignée, recrutent toujours à travers les associations. Les jeunes sont mobilisables, soit sur les frontières, même dans nos écoles et tout. Et jusqu'à présent, on plaide en la faveur d'un congrès national de lutte contre le terrorisme. Et j'ai toujours dit dans toutes les télés que notre approche, elle est vraiment très partielle et qu'elle ne répondrait aucunement aux attentes, en fait, de lutte contre ces phénomènes. Parce que ce phénomène s'adresse aux esprits, s'adresse aux jeunes, il s'adresse à leur culture, à leur affectif. Et donc, comme on n'a rien fait comme approche culturelle, éducative, au niveau de rendre l'école quand même un deuxième foyer pour les élèves du primaire, et éduquer toute une génération, en fait, dans un nouveau climat, et leur ouvrir, en fait, l'avenir vers d'autres perspectives que le terrorisme. C'est quand même, ça fait peur quand on voit plus de 3000 Tunisiens qui étaient mobilisés sur des fronts de guerre, et qu'en Libye aussi, la dernière opération de Hakoud, un jeune et son frère de 19 ans qui vivait très bien et qui était mobilisé au bout de 2 mois. Donc on parle d'une machine qui mobilise les terroristes. Mais qu'avons-nous fait, nous, pour bloquer cette machine au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère du culte et de la culture aussi? Parce que les jeunes vivent un vide aujourd'hui, où ils sont récupérés par la drogue, ou ils sont récupérés par le terrorisme. Donc notre approche, et là je plaide les politiques aujourd'hui qui restent toujours les bras croisés, qui ne font rien, en fait, pour parer à ce phénomène qui ne pourrait aucunement être éradiqué par une approche purement sécuritaire. Elle ne représente que 20% du phénomène, en fait, pour vraiment éradiquer ce phénomène. Mais les 80%, on attend toujours, et cela en l'absence d'une vision, de l'imagination aussi, parce que beaucoup de pays ont beaucoup avancé sur ce dossier, mais l'approche, elle est de bas en haut, et non ce qu'on fait aujourd'hui de haut en bas. Merci pour toutes ces précisions, et on vous dit à bientôt, Sir Faisal.